À 17h pile, mon téléphone a vibré. C'était elle. Je ne pourrais pas venir ce soir. Je savais exactement où elle était quand elle a envoyé ça, alors j'ai juste dit « d'accord ». Ce soir-là, j'ai commandé son plat préféré, un dîner pour deux, ridiculement cher, livré directement à l'appartement de son ex, et je l'ai payé en mon nom. Son nom est Anaïs. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans, vivant dans mon appartement la plupart du temps. Pour le monde extérieur, nous étions le couple parfait, mais en mon fort intérieur, j'avais toujours l'impression d'être en période d'essai. Anaïs avait une obsession pour son ex, Marc. Il n'était pas qu'un simple ex. Il était un personnage dans l'histoire continue de sa vie. Celui qui s'était échappé, mais qui était maintenant son meilleur ami. Je ne suis pas idiot. Je lui ai dit dès le début que je n'étais pas d'accord avec ça. Nous avons eu une dispute, la grande. Elle a pleuré, m'a accusé d'être jaloux et contrôlant, et a juré sur tout ce qui est sacré que leur relation était purement platonique. Elle a dit que je devais lui faire confiance. Comme un imbécile, j'ai cédé. Mais à une condition, je voulais une transparence totale. Pas d'appel téléphonique secret. Pas de on s'est croisé par hasard. Elle a accepté. Pendant un certain temps, cela a semblé fonctionner. Il était un fantôme en arrière-plan. Mais ces derniers mois, le fantôme a commencé à devenir beaucoup plus présent. Elle était sur son téléphone, souriant à un message, et quand je lui demandais qui c'était, elle disait « juste ma mère ». Un peu trop vite. Elle a commencé à avoir des urgences qui l'obligeaient à annuler nos plans à la dernière minute. La voiture d'une amie tombait en panne. Une collègue avait besoin d'aide pour un projet. Les excuses étaient toujours juste assez crédibles pour me faire me sentir stupide de les douter. Le coup de grâce à ma confiance est arrivé il y a environ 1 mois. Nous avons un de ces comptes familiaux partagés pour nos téléphones, quelque chose que nous avions mis en place pour le forfait de données. J'étais sur le site web pour payer la facture et j'ai remarqué une option pour gérer les paramètres de localisation des appareils sur le compte. Sur un coup de tête, j'ai activé le partage de localisation pour son téléphone juste pour voir. Je me suis dit que c'était pour les urgences, mais je savais au fond de moi que je cherchais un mensonge. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. La semaine suivante, elle m'a dit qu'elle allait à un cours de yoga tard le soir. J'ai vérifié la localisation. Elle était dans un bar à vin de l'autre côté de la ville. La fois suivante, elle passait une soirée entre filles chez son amie Claire. Le petit point sur la carte m'a indiqué qu'elle était dans un quartier à 15 km de chez Claire, dans un complexe résidentiel où je savais que Marc vivait. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé, collecté les données, et senti un œuf froid et dur se serrer dans mon estomac. Elle ne mentait pas seulement. Elle le faisait sans effort. J'étais juste le gars qui payait les factures et rendait sa vie confortable pendant qu'elle faisait un essai de son ancienne vie. Hier soir, c'était notre anniversaire. Pas la date de notre rencontre, mais la date de notre emménagement ensemble. J'avais réservé des semaines à l'avance dans un restaurant de sushi haut de gamme, le genre d'endroit qu'il faut réserver 1 mois à l'avance. C'était son préféré. Elle en avait parlé toute la semaine. À 17h, juste au moment où je m'apprêtais à quitter le travail, mon téléphone a vibré. C'était elle. Salut, vraiment désolé. Mon patron vient de me donner un énorme délai. Je vais être coincé au bureau toute la nuit. Je ne pourrai pas venir ce soir. Nous fêterons ça ce week-end, je te promets. J'ai ouvert l'application de localisation. Le petit point bleu qui la représentait n'était pas à son bureau. Il était exactement sur l'appartement de Marc, et il y était depuis qu'elle était partie travailler ce matin-là. Le mensonge était si flagrant, si irrespectueux que je ne me suis même pas senti en colère. J'ai juste ressenti une clarté profonde et glaçante. C'était ça, la fin. Mais ce n'allait pas être une dispute bruyante. Ça allait être calme, précis et inoubliable. Je lui ai répondu par un seul mot. D'accord. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement vide. Je me suis assis sur le canapé pendant longtemps, juste à réfléchir. J'ai pensé aux 2 ans que j'avais investis, à la confiance que j'avais accordée, à l'avenir que nous pensions construire. Et j'ai réfléchi à la façon d'y mettre fin. J'aurais pu simplement faire ses valises et les laisser devant la porte. Mais ce n'était pas suffisant. Elle devait être exposée. Elle devait être prise en flagrant délit. Pas par moi, mais par ses propres choix.
J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de livraison de nourriture. J'ai trouvé le restaurant de sushi, celui où nous étions censés aller. J'ai commandé leur plateau omakase le plus cher pour 2. Il était accompagné de saké premium. Le total était obscène, bien plus de 300 €. J'ai entré l'adresse de livraison, l'appartement de Marc. Je connaissais l'adresse exacte et le numéro d'appartement grâce à mes recherches discrètes. Puis, dans les instructions de livraison, j'ai ajouté une note. Veuillez vous assurer que le destinataire sait que c'est de la part de Pierre. C'est pour notre anniversaire. J'ai mis mon nom, Pierre, sur la commande et j'ai payé avec notre carte de crédit commune, celle pour laquelle je savais qu'elle recevait des notifications. Je me suis assis et j'ai attendu. J'ai imaginé la scène. La sonnette retentit. Elle ouvre, s'attendant au plat à emporter de Marc. Au lieu de cela, elle trouve un livreur tenant un énorme sac élaboré des meilleurs sushis de la ville. Elle est confuse. Puis, le livreur lit le nom sur le sac. Mon nom. Le regard sur son visage quand elle a réalisé ce que j'avais fait, que je savais où elle était, que je venais de payer pour son dîner d'anniversaire romantique avec son ex-petite amie. C'était ça, la vengeance. Ce n'était pas bruyant. C'était un coup silencieux, parfaitement ciblé, qui allait faire exploser son monde entier. Environ 45 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. D'abord, une notification de l'application de carte de crédit confirmant le paiement. Puis, les appels ont commencé. D'abord d'elle. Je l'ai ignoré. Puis, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ignoré aussi. Puis un SMS d'elle. Comment as-tu pu? Je n'ai pas répondu. Un autre SMS. Tu es un psychopathe. Tu me harcèles? Je n'ai toujours pas répondu. Puis le barrage désespéré final. Nous devons parler. S'il te plaît, réponds au téléphone. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai juste mis mon téléphone en silencieux. Je savais qu'elle finirait par rentrer. L'appartement calme, autrefois symbole de notre vie commune, ressemblait maintenant à une forteresse. Ma forteresse. Et elle était sur le point de découvrir qu'elle n'y était plus la bienvenue. Elle est arrivée vers 23 heures. Je l'ai vue sur ma caméra de sonnette, cherchant sa clé à tâtons, les mains tremblantes. Elle devait savoir ce qui l'attendait. La porte s'est ouverte et elle est restée là, me regardant assis sur le canapé. Nous devons parler, dit-elle. Non, nous n'avons pas à parler, dis-je calmement. Je pense que les sushis ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle crié. Tu m'as humilié devant Marc. Il pense que tu es un monstre jaloux et fou. Ah oui, ai-je demandé. Ou réalise-t-il enfin que la femme avec qui il couche a un petit ami qui vit avec elle et qui vient de leur offrir le dîner? Je suis sûr que c'était une conversation intéressante pour vous deux. Son visage s'est froissé. La colère n'était qu'une couverture pour sa panique. C'était une erreur, a-t-elle gémi, les larmes commençant à couler. J'étais confuse. Marc et moi, nous avons une histoire. J'allais te le dire. Non, tu n'allais pas, ai-je dit en me levant. Tu allais continuer à mentir, à vivre ta double vie, et à utiliser ma maison et mon argent comme filet de sécurité. C'est fini. Tes affaires sont dans la chambre d'amis. Elles ne sont pas emballées. Je ne ferai pas ça pour toi. Tu as jusqu'à midi demain pour sortir chaque article qui t'appartient de cet appartement. Si c'est encore là à 12h01, ça ira à la poubelle. Elle m'a juste regardé, la bouche ouverte. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. J'habite ici. Non, tu n'habites pas ici, ai-je dit. Ton nom n'est pas sur le bail. Tu as été une invitée ici pendant 2 ans, et tu as officiellement abusé de mon hospitalité. Le lendemain matin fut un cirque tendu et misérable. Elle n'avait nulle part où aller, alors elle avait appelé ses parents. Ils sont arrivés vers 10h et ils n'étaient pas contents. Son père, un homme grand et imposant qui avait toujours été amical avec moi, m'a regardé avec un pur dédain. Sa mère a immédiatement commencé à me réprimander. Je ne peux pas croire que tu traites notre fille de cette façon, a-t-elle dit. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, transformant cet appartement stérile en un foyer. Je l'ai juste regardé. Avec tout le respect que je vous dois, votre fille me ment et me trompe avec son ex-petite amie depuis des mois. Je viens de leur acheter un dîner d'anniversaire de 300 € chez lui hier soir.
Vous devriez être plus préoccupé par ces choix que par ma réaction à ceux-ci. Cela les a fait taire une minute. Ils n'avaient clairement pas eu la version complète de l'histoire d'Anaïs, juste la version où j'étais le méchant. Ils l'ont aidé à faire ses valises dans un silence tendu et colérique. Alors qu'ils chargeaient la dernière boîte dans leur voiture, le père d'Anaïs s'est approché de moi. « Tu le regretteras, mon garçon, a-t-il dit. C'est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. » J'ai juste secoué la tête. « Non, monsieur. M'en débarrasser, c'est la meilleure chose. » Après leur départ, la première chose que j'ai faite a été de vérifier tous les comptes que j'avais. J'ai fermé notre carte de crédit commune. Je l'ai retirée en tant qu'utilisatrice autorisée sur mes autres cartes. J'ai changé chaque mot de passe de tous les comptes que nous avions jamais partagés. Puis je suis allé à la banque et j'ai vidé notre compte d'épargne commun, qui était principalement mon argent de toute façon, et je l'ai transféré sur un nouveau compte privé. Le silence qui a suivi a été un soulagement, mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. La tempête est arrivée 2 jours plus tard, non pas d'Anaïs, mais de Marc. Il est apparu à mon appartement sans préavis un dimanche après-midi. Je l'ai vu sur la caméra de Monette avant même qu'il ne sonne. Il avait l'air furieux. Je l'ai laissé mijoter sur le pas de ma porte pendant 1 minute avant de répondre. « Nous devons parler, a-t-il dit, essayant de me dépasser pour entrer chez moi. J'ai bloqué l'entrée. « Non, nous n'avons pas à parler. Vous et moi n'avons rien à nous dire, lui ai-je dit. Tu as ruiné ma vie, mec, a-t-il dit, sa voix tremblant de colère. Tu penses que c'était drôle d'envoyer ce dîner? Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. J'ai une assez bonne idée de ce qu'Anaïs a fait, ai-je rétorqué. Et il semble que tu en faisais partie. Ce n'est pas mon problème. Pas ton problème, a-t-il raillé. J'ai une petite amie. Une petite amie sérieuse avec qui je vis depuis 3 ans. Elle s'appelle Sophie. Et devine quoi? Elle était dans mon appartement quand ton petit cadeau d'anniversaire est arrivé. Elle a vu la note. Elle a tout vu. J'avoue que je n'avais pas vu ça venir. Je pensais que Marc était juste un célibataire qui s'amusait. L'idée qu'il était dans sa propre relation à long terme rendait les actions d'Anaïs encore plus méprisables. Alors, vous êtes tous les deux des tricheurs, ai-je dit à nouveau, ça ressemble à un problème pour vous. C'est de ta faute, a-t-il insisté, devenant plus agité. Anaïs m'a dit que vous deux étiez pratiquement séparés, que vous n'étiez que des colocataires et qu'elle déménageait. Elle a dit que tu étais un connard contrôlant. Si tu n'avais pas envoyé ce dîner, j'aurais pu gérer ça, mais tu m'as exposé. Sophie m'a quitté. Elle a tout pris. Alors oui, c'est ton problème maintenant. Il a fait un pas de plus. Tu vas arranger ça. Tu vas appeler Sophie et lui expliquer que tu es l'ex-fou. J'ai juste ri. L'audace était incroyable. Laisse-moi bien comprendre. Toi et mon ex-petite amie me trompiez, moi et ta petite amie. Je l'ai exposé. Et maintenant tu veux que je mente à ton ex pour couvrir tes traces? Dégage de ma propriété. J'ai commencé à fermer la porte, mais il a tendu la main pour l'arrêter. Tu vas le regretter, a-t-il menacé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste sorti mon téléphone et je me suis assuré qu'il puisse voir que je l'enregistrais. Sa main est tombée de la porte et l'attitude de dur à cuire a fondu. Il est resté là 1 seconde, dégonflé, puis s'est retourné et est parti. La phase suivante de l'attaque d'Anaïs était financière. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une alerte de fraude de ma banque. C'était pour une carte que j'avais complètement oubliée, une vieille carte de grand magasin que nous avions ouverte ensemble pour acheter un canapé. J'étais le titulaire principal du compte, mais elle avait une carte. Elle avait essayé d'acheter plus de 2000 € de cartes cadeaux en ligne. Le système bancaire a signalé l'activité inhabituelle et l'a refusée. J'ai passé 1 heure au téléphone avec le service des fraudes pour expliquer la situation, fermer le compte et déposer une plainte. C'était juste une autre preuve dans mon dossier croissant contre elle. Puis est venue la campagne de diffamation, comme je m'y attendais. Mais cette fois, il y avait une nouvelle tournure. Je n'étais pas seulement dépeint comme l'ex-fou et jaloux, Marc, dans le but de reconquérir sa propre petite amie, s'était apparemment joint à Anaïs. L'histoire qu'il racontait était que j'étais un harceleur violent qui les avait harcelés tous les deux pendant des mois et que la livraison de sushis n'était que le dernier d'une longue série d'actes dérangés. Cela aurait pu fonctionner sans un email inattendu que j'ai reçu 1 semaine plus tard. L'expéditeur était Sophie, l'ex-petite amie de Marc.
Elle a dit qu'elle avait obtenu mon adresse email d'une connaissance commune qui avait entendu les rumeurs et pensait que je méritais de connaître la vérité. Elle voulait me rencontrer. Nous nous sommes rencontrés pour un café le lendemain. C'était une femme intelligente et sérieuse, clairement le cœur brisé mais pas brisé. Elle avait une histoire à raconter et elle avait des preuves. Elle m'a montré des SMS de Marc datant de plusieurs mois où il se plaignait qu'Anaïs était une psychopathe exigeante mais disait qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser. Elle m'a montré d'autres SMS d'Anaïs à Marc où Anaïs parlait de son plan pour obtenir une bonne compensation de ma part quand elle partirait enfin et comment elle attendait juste le bon moment. Tout était là, noir sur blanc. Un plan calculé et prémédité pour m'utiliser, me vider de mon argent, puis passer à autre chose. Sophie avait fait ses propres recherches depuis qu'elle avait quitté Marc, et elle avait découvert tout le plan pourri. C'est un lâche et un menteur, a-t-elle dit, sa voix posée. Mais elle, c'est quelque chose d'autre. C'est une prédatrice. Je ne veux pas qu'elle s'en sorte comme ça. Si vous avez besoin de moi, je signerai une déclaration sous serment. Je témoignerai devant le tribunal. Je veux qu'elle fasse face aux conséquences de ce qu'elle nous a fait à tous les deux. Armé de cette nouvelle munition, j'étais prêt pour le dernier coup d'Anaïs. Cela est arrivé sous la forme d'une lettre d'un avocat. Elle était pleine d'accusations sans fondement exigeant un soutien financier, invoquant un trouble émotionnel et menaçant de poursuivre pour une partie de mes biens. La réponse de mon avocat a été rapide et brutale. Elle a non seulement réfuté toutes ces allégations, citant le fait qu'elle n'avait jamais été sur le bail, mais elle a également inclus quelques pièces jointes. La pièce a été une transcription de l'enregistrement de Marc me menaçant sur le pas de ma porte. La pièce B était le rapport de la banque sur sa tentative de fraude à la carte de crédit, et la pièce C était un affidavit signé et notarié de Sophie, avec les messages textes les plus accablants d'Anaïs décrivant son plan pour m'extorquer. La lettre concluait en déclarant que si Anaïs ne retirait pas immédiatement toutes ses allégations et ne cessait tout contact, mon client déposerait une poursuite à plusieurs volets pour harcèlement, diffamation et complot en vue de commettre une fraude, et que nous demanderions le remboursement intégral des frais juridiques. Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. Cela fait maintenant 6 mois. Le silence d'Anaïs et de sa famille a été absolu. J'ai appris par la rumeur que ses parents la forçaient à rembourser chaque centime qu'elle avait retiré de nos comptes conjoints. La vie de Marc est un désordre. Sophie, fidèle à sa parole, n'est jamais retournée avec lui. Et l'histoire de sa liaison avec Anaïs l'a rendu paria dans leur cercle social. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'Anaïs vit dans un petit appartement du pire quartier de la ville, travaillant dans un emploi temporaire et croulant sous les dettes. Elle n'a pas seulement perdu un petit ami. Elle a perdu la vie confortable qu'elle tenait pour acquise. Et elle a été exposée comme l'utilisatrice et la fraude qu'elle était vraiment.